Bonjour et bienvenue dans The Network où l'on se connecte à un réseau de spécialistes pour aller au cœur d'une question. Mais attention, ils doivent répondre en 25 secondes maximum, sinon gare. Voyons quel est le sujet du jour. La décision surprise du gouvernement français d'attaquer les djihadistes au Mali fait suite à l'avancée surprise des rebelles en direction du sud et de Bamako. Mais cette intervention peut-elle permettre de sortir de ce bourbier? Paris et d'autres capitales occidentales ont attendu pendant des mois le déploiement d'une force africaine, en vain. L'effort international est mené dans l'objectif de repousser les rebelles du nord du pays où ils ont pris le pouvoir il y a près d'un an. Mais alors qu'elle épaule son ancienne colonie, la France risque d'accréditer l'idée d'une résurgence de la France-Afrique, le soutien à des chefs d'État corrompus en échange de contrats commerciaux. Mais l'éventuelle chute du gouvernement malien a été considérée comme trop risquée. Elle aurait pu faire du Mali le nouvel Afghanistan. Plusieurs pays apportent leur aide, mais pas avec des troupes au sol. Pendant ce temps, un leader rebelle a déclaré que la France avait ouvert les portes de l'enfer. Le conflit risque de s'enliser. À présent, connecté dans cette édition de The Network, depuis le Parlement européen à Bruxelles, Arnaud Danjean, président de la sous-commission sécurité et défense du Parlement européen. Il a exercé en tant que conseiller militaire pour la France. Depuis Bamako, Philippe Bolopion, directeur de Human Rights Watch auprès de l'ONU, son organisation a critiqué à la fois Bamako et les forces rebelles au Mali. Enfin, depuis le bureau d'Euronews à Bruxelles, Nicolas Westcott, directeur général pour l'Afrique au service d'action extérieure de l'Union européenne, qui a promis d'aider le Mali. Première question pour vous tous, mais peut-être d'abord pour Arnaud. Pensez-vous que la France n'avait pas d'autre choix que d'intervenir? Quel aurait été le pire scénario si elle ne l'avait pas fait? Il n'y avait absolument aucune autre option que de contre-attaquer. Il ne s'agit pas d'une attaque délibérée des forces françaises, mais d'une réaction à l'offensive rebelle djihadiste dans le sud du Mali. Et les conséquences de cette avancée auraient été dévastatrices pour le Mali et pour toute la région. Je pense qu'il n'y avait absolument pas d'autre option. Philippe, du point de vue humanitaire, quelles auraient été les conséquences si la France n'était pas intervenue? Il est certain que la situation dans le nord du Mali en matière de droits de l'homme était très mauvaise et franchement inacceptable depuis quelques mois. Les groupes islamistes essayaient d'imposer une vision sévère de la charia qui interdit de regarder la télévision, d'écouter de la musique, de fumer, qui dit aux femmes comment s'habiller, qui ampute les personnes accusées de vol. Et donc, la situation était très mauvaise. Toute la question est de savoir si ça peut empirer. Ok, est-ce que ça peut empirer, Nicolas? Sans cette intervention, les intentions des rebelles seraient devenues claires. Ils voulaient conquérir autant de territoires qu'ils le pouvaient, et les responsables politiques dans le sud du Mali et l'armée du sud Mali étaient dans un tel état qu'il aurait été relativement facile de prendre le contrôle de tout le pays, ce qui aurait eu, comme Arnaud l'a dit, des conséquences désastreuses pour la population malienne, mais aussi pour toute la région. Ce sont tous de bons arguments pour intervenir, mais comment expliquer qu'aucun autre pays n'envoie de troupes au sol, bien qu'elles reçoivent des aides logistiques? Dans quelle mesure la France est-elle isolée? Arnaud, qu'en pensez-vous? Je ne pense pas que l'on puisse parler d'isolement en tant que tel. La France a pu réagir parce qu'elle en a la capacité. Et aussi, politiquement, c'est plus facile pour la France de le faire. Comparé à l'Allemagne, par exemple, l'Allemagne doit demander l'avis du Parlement avant de déployer des troupes, alors que la France peut intervenir très vite. Philippe, regrettez-vous le manque d'ampleur de l'engagement international au Mali? On peut penser qu'au moins l'ONU devrait jouer un rôle plus important. Une résolution a été adoptée il y a seulement quelques semaines. L'ONU y envisage des actions programmées à moyen terme. Mais pour nous, ce qu'elle devrait faire en urgence, c'est déployer des observateurs sur le terrain pour qu'ils surveillent la situation en matière de droits de l'homme. Nick, qu'en est-il d'un engagement européen? L'Union a promis 50 millions d'euros à la force internationale, mais en quoi cela peut-il aider? L'Union elle-même s'est engagée à envoyer des militaires, mais ils seront affectés à la formation de l'armée malienne. Les forces sur le terrain viendront d'Afrique. Elles sont en train d'arriver à Bamako. Au final, elles constitueront une force qui aidera l'armée malienne à reprendre le contrôle du nord du pays et qui sera largement financée par l'Union européenne.
Et quel est le risque d'afghanisation si la situation s'enlise? Arnaud? Bien sûr qu'il y a un risque dès l'instant que vous intervenez de cette façon. Il y a un risque de se retrouver coincé dans une situation que l'on ne peut pas totalement gérer. En même temps, ces groupes terroristes ne sont pas aussi forts que les talibans en Afghanistan, par exemple. Je pense qu'il s'agit d'un effort prolongé, mais militairement parlant, je ne pense pas qu'on aboutira à un nouvel Afghanistan. Toutes ces alliances fragiles, ce patchwork de différents clans, vont-elles mener à l'enlisement, d'après vous, Philippe? On peut envisager le plus horrible des scénarios dans lequel les troupes françaises pourraient libérer des zones pour l'armée malienne, qui aurait ensuite le champ libre et pourrait commettre des exactions, peut-être avec les milices ethniques. La situation est très risquée. C'est une immense responsabilité pour l'armée française de s'assurer qu'elle ne devienne pas, contre son gré, complice de nouvelles atteintes aux droits de l'homme. Oui, c'est le danger. Nick, avez-vous confiance dans une force africaine qui relaiera les forces françaises? Et à quelle échéance peut avoir lieu ce passage de relais? Ce pays fait 2 fois la France et on parle de quelques milliers de soldats. Comment être efficace? La voie militaire peut permettre d'assurer le contrôle sur un territoire, mais seule la voie politique nous permettra de reconstituer au Mali un gouvernement qui soit accepté par toute la population. Il faut pour cela maintenir nos efforts de médiation avec tous les groupes dans le nord du pays. Ce sera déterminant pour éviter que la situation aboutisse à une impasse. Arnaud, vous allez vous rendre dans les pays voisins très bientôt. Alors quels sont les risques que ce conflit s'étende dans la région? Est-ce déjà le cas avec la prise d'otages en Algérie? Bien sûr, il y a un risque que des actions soient menées dans la région. Par exemple, au Niger, il pourrait se produire ce qui s'est passé dans le sud de l'Algérie ou en Mauritanie. Ce n'est pas un phénomène nouveau. On change probablement l'échelle de ce combat, mais sa nature reste la même et cette vaste région reste la même. Philippe, le danger de contagion est-il important? Je pense que le danger est réel et je dirais qu'il y a 2 facteurs clés qui peuvent empêcher la contagion de cette crise. L'un d'eux, c'est l'état de droit dans le nord. Quand l'armée française libère des zones, il faut s'assurer que la police est présente, qu'il y a un semblant d'ordre et que ça ne tourne pas au chaos. Et l'autre facteur clé sera la justice. Depuis de nombreux mois, à peu près tous les acteurs de ce conflit ont commis des violations atroces des droits de l'homme. Ils n'ont absolument pas été inquiétés. Et tant qu'on tolère de tels actes, les gens vont continuer de perpétrer les mêmes crimes. Nick, une dernière question. Le vrai problème, c'est peut-être l'absence de perspective de développement à long terme, non? Ou le Sahel est-il condamné à devenir un no man's land et un refuge pour les extrémistes armés, les terroristes et les trafiquants de drogue? On doit s'assurer que ça ne se passe pas comme ça et le développement est un élément déterminant. Philippe a totalement raison quand il dit que les populations méritent la justice, l'état de droit, mais aussi l'opportunité de se développer dans des conditions de paix pour qu'elles deviennent plus prospères. Cela fait partie de la solution à long terme. L'Union européenne apporte déjà son soutien aux pays voisins pour essayer d'éviter la contagion. On soutiendra le gouvernement pour qu'il soit capable de fournir des services de base à la population. C'est un aspect essentiel de ce que l'Union européenne tente de faire. Nick, merci beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui. Je voudrais remercier nos invités, Arnaud Danjean, Philippe Bolopion et Nick Westcott. À bientôt pour une nouvelle connexion à The Network.